Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. En l'état actuel, le seul fournisseur attitré des renseignements météorologiques à la navigation aérienne. Le rôle confié à l'autorité de l'aviation civile par cette disposition est de permettre à cette dernière d'assurer la supervision de la fourniture de renseignements météorologiques uniquement au transport aérien. Honorable Président, permettez-moi de rappeler à l'auguste Assemblée que depuis plusieurs années, les compagnies aériennes internationales qui desservent notre pays se plaignent avec raison de la qualité et de la non-fiabilité des données météorologiques mises à leur disposition. Sans conteste, Metelsat est et demeure l'organe compétent en la matière. Cependant, l'État devra l'outiller pour qu'il réponde opportunément à ses attributions, dont celle de mise à disposition des informations fiables aux différents services en matière de données météorologiques. Toutefois, dans le cadre de l'aviation civile, c'est bien l'autorité de l'aviation civile qui en assure la supervision conformément à l'article 3 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Pour leur part, les honorables Zekuye, Sakata, Tambwe et Uvundia, dont je salue la pertinence des interventions, ont également exprimé une préoccupation sur les dispositions de l'article 6 de la présente proposition de loi qui ferait de l'autorité de l'aviation civile une autorité gouvernementale ou qui porterait atteinte aux attributions du ministre des Transports. Je les ai compris, j'aimerais les apaiser et les rassurer. Sur ce point, je tiens à relever qu'aucune disposition de cette proposition de loi ne vise à porter atteinte aux attributions constitutionnelles du gouvernement, qui reste le seul organe habilité à définir la politique nationale dans le domaine concerné par cette proposition. Le ministre ayant les transports dans ses attributions conserve pleinement son pouvoir de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans ce domaine et exercera bel et bien son pouvoir de tutelle sur l'autorité de l'aviation civile conformément à la loi qui régit les établissements publics. Aussi, plusieurs dispositions de cette proposition de loi réaffirment le rôle central du gouvernement dans la gestion de la sécurité aérienne et reconnaissent au ministre ayant le transport dans ses attributions de larges pouvoirs en matière de sûreté de l'aviation civile. Par ailleurs, le renforcement des pouvoirs de l'autorité de l'aviation civile opéré par la présente proposition de loi est destiné à permettre à cette autorité de jouer correctement son rôle de régulation sans trop d'interférences qui pourraient nuire à son travail
et affecter son indépendance en tant que conseiller technique du gouvernement en matière d'aviation civile. De façon plus explicite, en ce qui concerne le rôle de l'autorité de l'aviation civile et des différents services dédiés dans la loi 10/014 du 31 décembre 2010, il convient de noter que la loi en vigueur confie en son article 6 à l'autorité de l'aviation civile l'administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Ce sont ces dispositions qui sont explicitées pour mieux répondre aux préoccupations formulées lors des différents audits de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour mieux cerner la manière dont notre système d'aviation civile est organisé et fonctionne, il est apparu indispensable de clarifier toutes ces notions d'administration, de réglementation et de supervision de l'aviation civile avec comme référence le document 97-34 précité ainsi que les bonnes pratiques d'usage dans les autres administrations de l'aviation civile performantes à travers le monde et particulièrement en Afrique, comme c'est le cas au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et j'en passe. Concernant les autres services, l'organigramme y relatif a été mis en place déterminant de façon claire les attributions de chaque branche. Je dispose de ce document et je le verserai à toutes fins utiles à la Commission. Donc, c'est loin d'être une particularité congolaise en la matière. Nous pouvons commencer immédiatement pour gagner du temps. Honorable Chikuma Eric, venez ouvrir les débats. Que les collègues Fatala se préparent à son tour. Honorable Président, merci beaucoup de la parole. Chers collègues, je pense que nous venons d'écouter religieusement le ministre des Finances qui a présenté ses propositions ou ces projets de loi de ratification. Je pense que tous les avantages dont il a évoqué dans le cadre de ces projets de loi méritent une attention particulière de notre part afin que nous puissions remplir conformément nos prérogatives d'élus du peuple pour que nous puissions permettre au gouvernement de promulguer, ou au président de la République de pouvoir promulguer ces projets de ces lois de ratification, afin que ces accords puissent entrer en vigueur et que ça permette à la République démocratique du Congo d'accroître ses allocations au niveau de ces institutions financières internationales membres de la Banque mondiale. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que le débat que nous devons faire ici va permettre au gouvernement de remplir une formalité, j'insiste bien, une formalité, parce que ces accords ont déjà été signés et que ce que nous faisons ici, c'est juste une ratification. Et le ministre a insisté pour préciser
que cela va pouvoir permettre à la République démocratique du Congo de préserver sa position au sein de ses institutions financières. Et il a évoqué un chiffre ici de 7 milliards de dollars américains avec une augmentation de plus de 2 milliards enregistrée depuis les 2 dernières années. Je voudrais cependant attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il serait important de mieux organiser une communication sur les retombées de la gestion de toutes les allocations que ces institutions financières mettent à la disposition de la République démocratique du Congo. Cela s'inscrit dans le cadre de la redevabilité et nous ne manquerons pas à pouvoir revenir ici à tout moment pour exiger de comptes au niveau du gouvernement afin de promouvoir cette bonne gouvernance que nous souhaitons tous ici en République démocratique du Congo. Sur ce, je termine, honorable président, en encourageant tous les élus du peuple à pouvoir adopter ces projets de loi qui nous ont été soumis au débat. Je vous remercie. Merci, collègue. Honorable Ipakala. Que l'honorable Okunji se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues. Je prends la parole juste comme Congolais qui exprime certaines craintes. Dernièrement, on a assisté, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods ont conseillé la GECAMINE à pouvoir vendre certains sites et brusquement notre gouvernement a dit, en dépit du fait qu'il y a eu un boom, par exemple de la production du cobalt, un boom de la production de cuivre, mais les pays n'ont pas tiré grand-chose parce que les pays s'est contenté juste des taxes, des impôts, et ce sont les investisseurs étrangers qui ont tiré le maximum des bénéfices. Le ministre venait tout à l'heure ici de parler de l'institution, je n'ai pas bien retenu, là où il était à Abuja, que c'est vraiment une réponse africaine. Mais dans cette chaîne de valeur où on pourra fabriquer les batteries et consorts, je crains que ça puisse être la même chanson. Ce sont les investisseurs étrangers. Même si on va commencer à fabriquer ces batteries ici, mais le pays ne va pas tirer grand-chose, parce que finalement tous ces capitaux-là, c'est comme si on reçoit les financements qui va plutôt profiter aux étrangers et on va encore se contenter des impôts et taxes. Est-ce que le ministre peut vraiment nous expliquer en quoi la RDC pourra véritablement tirer profit sur ces financements? J'ai dit. Merci, collègue Okunji. Emery. Il sera suivi de l'honorable Ayobangira Safari.
Le collègue Okunji est absent. Il est enlevé, quoi. Bien ngagio. Oke nagi di banda. Naïbi. Je vous remercie, honorable président, pour la parole, honorable président. J'interviens premièrement pour l'accord d'adhésion. J'aimerais savoir, honorable président, comment l'adhésion de la République démocratique du Congo à cet accord d'Afrique Finance Corporation accélérera-t-elle la mobilisation de l'investissement, la création d'emplois dans les communautés locales et surtout le soutien à l'agenda économique de la République démocratique du Congo. Concrètement, j'aimerais savoir, avec des exemples palpables sur le terrain, honorable président. En lisant, honorable président, la note technique de monsieur le ministre adressée au Conseil des ministres, j'aimerais savoir, honorable président, comment expliquer le fait que les pays moins peuplés, le pays, je dirais, en termes de dimension, honorable président, plus petit que la République démocratique du Congo, sont financés avec des montants 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois beaucoup plus importants que la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez l'accord, vous trouverez, ils ont même donné des exemples. Certains pays, que je n'aimerais pas citer les noms, sont financés jusqu'à la hauteur de 230 millions, 220 millions, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne se contente que de 85 millions. Alors qu'en termes, honorable président, en termes de ressources naturelles, en termes de tout ce que monsieur le ministre a cité ici, le marché de la République démocratique du Congo est plus important que tous ces pays-là. Et enfin, honorable président, la troisième question, c'est sur les 2 projets de loi autorisant la ratification de la résolution numéro 271 et 272 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale. En exposant ici, le ministre lui-même l'a souligné, en ce qui concerne notre pays, qu'il s'est posé un problème de capacité organisationnelle. Et tant que cela ferait défaut, honorable président, il serait difficile que cela soit bénéfique pour notre pays. Alors, monsieur le ministre, ne trouve-t-il pas, honorable président, qu'autant commencer par le commencement, c'est-à-dire mettre d'abord de l'ordre avant la ratification. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Ayobagira. Safari. Que les collègues Tamboué Katamboué se préparent. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables collègues, nous venons ici pour intervenir dans un cadre qui va de l'avenir de la nation. C'est ce qui parle des finances, de la capacité de la nation à mobiliser des fonds. Et pour cela, il y a un texte qui m'intéresse au plus haut point. C'est celui avec ce projet d'adhésion
à Africa Finance Corporation. J'ai plusieurs remarques là-bas. D'abord des remarques de forme et des remarques de fond. De forme, je vois d'abord un texte où il y a 2 signatures. Je me demande pourquoi. La note du ministre au gouvernement revient 2 fois. La première fois, c'est sur une page, la deuxième page qui s'arrête au point 3.3. La deuxième fois, sur la page suivante, qui elle commence sur le point 5. Je me demande où est l'erreur. Je ne trouve pas de point 4. Pourquoi ce point 4 n'est pas là? Qu'est-ce que ce point 4 cache comme surprise? Espérons que ce ne sont pas des accords ou des points qu'on ne voudrait pas porter à la connaissance de la représentation du peuple. Espérons cela. Parce que, honorable président, si j'interviens maintenant, je profite de l'occasion, mais j'ai beaucoup de dossiers en rapport avec les finances, la mobilisation des finances. Aujourd'hui, nos jeunes de Goma, nos jeunes de Massissi, et je pense bien nos jeunes du camp Luka, nos jeunes même ici à l'Assemblée, nos conseillers, vos conseillers, beaucoup sont en train d'être victimes des réseaux mafieux. À présent même, j'ai une lettre avec moi qui parle d'un réseau qui s'appelle Automarket, qui prétend avoir une autorisation de fonctionnement, qui est en train de mobiliser des fonds, qui possède des affiches sur la voie publique, qui recrute des jeunes à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. J'ai eu à contacter la maison mère Auto en Allemagne, qui m'a précisé qu'elle n'a aucune filiale en RDC et que ceux qui se prétendent être leur filiale sont des escrocs. Voilà le mot que la maison mère a utilisé. Ça, c'est une autre version de My God Rive. Et ça, c'est soumettre nos jeunes qui sont dans une misère noire, dans un chômage aigu, à la convoitise des réseaux mafieux. Espérons que notre ministre aussi n'a pas été aussi victime des réseaux mafieux de la part des Nigériens. Espérons. Parce que c'est le point 4 qui manque. Il faut qu'on sache pourquoi. Il faut qu'on sache pourquoi. Si nous voyons même au niveau de la note technique, nous voyons que le ministre s'est contenté de reprendre mot pour mot ce que ce soi-disant partenaire AFC lui a écrit. Mot pour mot, lettre par lettre, virgule par virgule. Et sans détail, les collègues Okuji nous parlent que notre pays a eu un financement qui est moindre par rapport à ce qu'il aurait pu espérer. Mais je tiens à lui signifier que dans la note technique du ministre, on parle de montants, on parle aussi de projets. Mais tandis que pour le Congo, on parle d'environ 85 millions pour certains projets. C'est qu'on ne sait même pas le montant exact, on ne connaît même pas le projet exact. Je voudrais donc profiter de l'occasion que le ministre nous explique d'abord le point 4 se trouve où, pourquoi il a signé 2 fois et pourquoi il a repris textuellement, mot pour mot, les textes lui fournis par ses partenaires. Nos jeunes sont victimes des réseaux mafieux et là aussi j'aurai peut-être l'occasion ici sur place que vous puissiez nous édifier si vous connaissez cette maison Automarket. Parce qu'il y a nos jeunes qui sont dans le désespoir, qui trouvent qu'on ne leur trouve pas du travail, le peu d'argent qu'ils trouvent, ils vont même aller jusqu'à s'endetter. Et il y a beaucoup de jeunes, je pense, parmi nous ici, dans cette salle-ci, qui sont membres de ces réseaux. Demain, lorsque ces soi-disant investisseurs vont disparaître, ça sera comme My God Rive et le gouvernement dira qu'il ne savait pas ou qu'il les avait dit que ce sont des escrocs. Mais comment pouvez-vous laisser fonctionner des escrocs? Comment pouvez-vous autoriser que des maisons comme Orange Money, Airtel Money, Vodacom, M-Pesa continuent à recevoir de l'argent et à les redistribuer à des réseaux mafieux? Qui sera responsable? Qui sera responsable à la fin? Et pour cela aussi, on a besoin de savoir les erreurs soulevées sur ces documents, des explications et connaître la finalité de tout cet argent que la République a
déjà emprunté. On nous parle d'une réserve d'échange qui arrive déjà à 3,5 milliards. C'est un bon chiffre que nous ne pouvons qu'encourager, mais nous attendons aussi des dettes qui arrivent à 8 milliards. Veuillez nous éclairer. Il ne faut pas qu'on laisse aux générations futures, à nos petits frères, à nos arrière-enfants, un pays endetté et surendetté. Merci beaucoup. Merci, collègue. Collègue Tamboué. Vous avez changé de position. Habituellement, vous vous mettez face à moi. C'est momentané, honorable président. D'accord, honorable. Merci, honorable président, pour l'accord de la parole. Honorable président, nous avons tous suivi le ministre des Finances. Comme toujours, laconique, mais très précis, et je le félicite. Honorable président, je t'interviens avec un grand souci. Un souci de voir le travail de notre ministre des Finances. Il y répète sa présence ici, mais apparemment, il ne l'innove pas. Il ne l'innove pas parce qu'il ne nous amène que des accords à ratifier. Je ne sais pas si c'est ça l'efficacité de son administration. Je le dis pourquoi. Honorable président, j'ai fait un petit balancement. Dans la note technique du ministre, j'ai comparé le point qu'il appelait avantages et mécanismes d'adhésion, le point 3.2, et j'invite tous les collègues à le lire avec moi. Pour adhérer, la RDC doit ratifier les instruments constitutifs de l'AFC et procéder à leur transposition dans son arsenal juridique. Ce qui accordera à l'AFC le statut de créancier privilégié et lui permettra de bénéficier des immunités et privilèges irrelatifs, notamment le statut supranational, les exonérations fiscales, l'accès préférentiel aux devises étrangères et une immunité contre la confiscation ou saisie d'actifs. Le processus d'adhésion a déjà été déclenché par une lettre du ministre des Finances qui manifeste l'intérêt du pays à rejoindre l'AFC. Point. Honorable Président, cette lettre de manifestation d'intérêt ne nous est pas communiquée. On ne connaît pas son contenu. Un élément qui manque substantiellement pour que nous puissions décider avec pertinence. Également, au regard de ces avantages à l'endroit de l'AFC, nous devons tous comprendre que le balancement est des avantages pour notre République. Si on doit accorder à des prétendus investisseurs des avantages aussi majestueux, alors que nous ne voyons pas ce que la République gagne, nous risquons d'aider le ministre à lorgner les $250 000 d'appui technique pour son administration et compromettre l'avenir du pays. Il est important que le ministre puisse nous présenter, comme l'a dit certains collègues ici, en quoi notre République gagnera si une fois nous adhérons à ces jeux que nous connaissons tous, ce jeu de corruption. J'ai dit. Merci, collègue. Collègue Odiane. Honorable Président, merci pour la parole. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le ministre pour son exposé. Honorable Président, comme l'a souligné notre collègue Tamboué, nous avons déjà ratifié plusieurs accords.
depuis que nous sommes ici. Ma préoccupation commence par la dernière phrase de l'exposé des motifs. Il faut préciser les textes. C'est le projet d'autorisation d'adhésion de la RDC à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Le dernier point, ou le dernier paragraphe dit ceci. En outre, l'adhésion à l'accord offrira à la République démocratique du Congo une nouvelle opportunité une nouvelle opportunité d'assumer sa vocation africaine. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, quelle est cette vocation? La vocation africaine tourne autour de quoi? Parce que moi, j'ai un peu de difficultés pour me retrouver sur ce point. J'aimerais répondre à notre collègue qui était passé ici avant, qui a souligné que ce que nous faisons ne constitue qu'une formalité. Ce n'est pas une formalité. Si c'était une formalité, le ministre n'allait pas venir ici. Donc nous sommes à même de bloquer un projet de ratification au niveau de l'Assemblée. Je suis très content parce qu'il n'y a pas de droit à payer. Mais la question que je me pose est celle de savoir, Monsieur le ministre, quelle est la relation que nous pouvons dégager entre les différentes ratifications d'accords que nous faisons ici et les trésors publics. Ces accords que nous ratifions jour et nuit, comment les choses se passent concrètement? Parce que vous avez loué ici les bénéfices que tire notre République. Ça va favoriser les investissements, notamment dans le domaine des mines, dans le domaine des infrastructures, ainsi de suite. Bien sûr, mon collègue a posé une question pertinente, comment ça va se faire concrètement sur le terrain. Et je voudrais savoir, nous, au niveau de notre gouvernement, est-ce que nous ne sommes pas en mesure de faire un montage financier pour financer les projets miniers, pour financer les infrastructures? Donc nous ne sommes pas en mesure de les faire. Nous, en tant que pays, est-ce que le gouvernement n'est pas en mesure de le faire? Est-ce que les Congolais ne sont pas en mesure de le faire? Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou nous avons un autre handicap qui nous échappe? Honorable Président, la RDC, c'est un grand pays situé au cœur de l'Afrique. Est-ce que nous, en tant que grand pays, notre gouvernement peut nous aider à occuper le rang qui nous convient? C'est-à-dire ici, en organisant correctement la gestion de notre finance. Parce qu'il me semble qu'il y a toujours un problème. Et les autres partenaires n'ont pas confiance en nous parce que nous gérons mal. Comment les autres vont venir investir chez nous avec tout ce que nous avons comme tracasserie?
ça pose un sérieux problème. Les privés qui viennent ici, ils viennent tout simplement parce qu'il faut venir. Mais la plupart ne viennent pas à cause de la tracasserie. Même au niveau local, nous avons de sérieux problèmes, même lorsqu'on nous demande de payer une taxe autant d'argent, mais vous arrivez sur le terrain, il faut payer le double de ce qu'on demande, ce que l'État nous demande de payer. Ça pose un sérieux problème de gouvernance. Honorable Président, le ministre a peut-être la bonne volonté de nous amener ces accords, mais je me pose énormément de questions sur l'impact réel de tous ces accords sur notre population. Honorable Président, je ne suis pas contre la ratification, je suis pour, mais néanmoins, j'ai des difficultés pour maîtriser les avantages réels, à part les avantages notés dans les textes qui sont évidemment des avantages sur papier, mais j'ai des difficultés pour me retrouver dans la faisabilité ou dans la concrétisation de ces avantages énumérés par les ministres en ce qui concerne les différents projets que nous pouvons initier et tirer des gains à travers ces différents accords. Honorable Président, je termine en disant que un jour, il est important que nous puissions, Honorable Président, parce que les moyens de contrôle sont difficilement exploités ici, il est important que nous puissions inviter le ministre des Finances pour discuter de son secteur sans que ça ne soit un moyen de contrôle, parce que le moyen de contrôle ne passe que difficilement. Merci. Merci, collègue. Collègue Katembo. Le dernier, ça sera le collègue Lumbu. Yannick. Merci, Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, je prends la parole dans ce débat général par rapport aux 2 ou 3 projets de loi qui sont débattus maintenant. Je commence par la loi sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à Africa Finance Corporation. La première préoccupation, c'est que en analysant la date de l'accord, de signature de l'accord, c'est le 3 juin 2021. Et nous sommes en train de débattre cet accord une année après. Il y a lieu, honorable Président, de se poser la question de qu'est-ce qui justifie cette sorte de procrastination. Deuxièmement, depuis l'existence de cette institution AFC, depuis 2007, nous semblons nous réveiller peut-être quelques 15 ans après. Honorable Président, dans la théorie de la diffusion de l'innovation, on distingue 5 catégories.
à terme de répondants. On distingue ceux-là qu'on appelle les innovateurs. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle les premiers adhérents, puis la majorité première, et la majorité dernière, et finalement le retardataire. J'ai l'impression qu'en lisant l'exposé de motifs par rapport à l'accord, à l'adhésion à AFC, on trouve de bonnes raisons. De bonnes raisons puisque c'est promouvoir la croissance économique et le développement industriel des pays africains collectivement et individuellement. Et quelque part ailleurs, c'est accélérer la mobilisation de l'investissement pour une croissance économique inclusive et durable et la création d'emplois dans les communautés locales et le soutien à l'agenda économique. C'était bon, l'exposé a de bonnes justifications. Mais il y a lieu de se dire pourquoi nous venons seulement quelques 15 ans après, alors que nous sommes parmi les pays qui ont besoin de booster le développement de ce secteur minier et cimentier, comme cela est retrouvé dans le préambule de l'accord. Ma dernière intervention, c'est par rapport à la résolution, que ce soit la résolution 271 et 272. Là-bas aussi, je me suis intéressé aux actions telles que présentées dans l'exposé de motifs. Pour la résolution 271, c'est 3372 actions. Et pour la résolution 272, c'est 5626 actions. Et quand j'ai essayé de jeter un coup d'œil rapide sur le nombre de parts des autres pays, il y a lieu qu'on se pose la question, pourquoi nous nous contentons d'une sorte de médiocrité? Pourquoi seulement 3000, 5000, alors qu'il y a des pays qui ont 105 000 parts, même des pays plus pauvres que nous, peut-être, vous retrouvez qu'ils ont quand même des parts élevées. J'aurais bien voulu qu'on comprenne, même si nous sommes en train de traiter quelque chose de déjà signé, qu'est-ce qui peut avoir justifié c'est le choix de ces parts que moi je juge que ça ne correspond pas comme tel à la taille de notre pays. Honorable Président, j'ai dit. Merci, collègue. Collègue Lumbu, les derniers intervenants. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés, estimés collègues. Je tiens tout d'abord à féliciter Monsieur le ministre des Finances pour cette collaboration étroite dont il a toujours fait preuve vis-à-vis de notre Chambre depuis son avènement à la tête de ce ministère. Il a toujours été disponible pour venir discuter et répondre aux élus sur toutes les questions liées à la marche de son secteur. Nous vous remercions pour ces faits. Néanmoins, Excellence, Monsieur le ministre, après examen de ce projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à l'accord du 28 mars 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation, la question fondamentale reste celle de savoir quel est l'intérêt que nous avons à adhérer à cette organisation. Puisque toute action gouvernementale doit avant tout viser l'intérêt supérieur de la nation qui passe
par l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Nos électeurs qui nous suivent en ce net moment sur nos antennes de la RTNC, que vont-ils retenir à l'issue de cette séance d'aujourd'hui? Quelle est la particularité de ces nouveaux accords en termes de projets à impact visible? Quittons peu la littérature, Monsieur le ministre, soyons pragmatiques pour notre peuple qui se trouve présentement à Kongolo, à Boende ou à Idjofa. Comprennent ce que votre gouvernement est en train de faire pour eux. Sinon, tout ce que nous faisons ce jour ne servira à rien si ça n'a pas comme objectif premier l'amélioration de leurs conditions de vie. Quelles seront les retombées de cet accord que nous allons ratifier ce jour dans l'amélioration du social de notre peuple? Car au moment où nous parlons, Monsieur le ministre, la route Poeto-Kasenga, dans la circonscription électorale de Lubumbashi, se trouve dans l'état de délabrement très avancé, par manque de financement nécessaire. Et pourtant, les jours ici, du haut de cette tribune, nous faisons que ratifier les accords de financement et autres. Et rien qu'à voir la façon dont s'effectue le contrôle des bagages dans nos aéroports, ça donne des frissons, je vous dis. Et j'imagine que les investisseurs prennent encore le pas pour venir en masse investir chez nous, en dépit de toutes les autres opportunités que nous avons, tout simplement parce que déjà partir de l'aéroport, l'accueil est dégoûtant. La plupart d'entre eux ont du mal à cautionner les humiliations qui se passent dans nos aéroports, où pour contrôler les bagages, les gens se mettent à ouvrir des valises, des paisibles citoyens, et jeter même les habits par terre, tout simplement parce que nous manquons des équipements capables de faire le travail de manière professionnelle dans le strict respect de la dignité de l'autre. Puisque cet accord vise notamment à nous aider à répondre aux défis d'infrastructure qui prévoit le gouvernement pour moderniser, par exemple, l'aéroport de Loanon, de Lubumbashi, qui est principe une porte d'entrée de plusieurs investisseurs étrangers. Comment voulez-vous qu'on attire le plus grand nombre d'investisseurs au moment où nos aéroports ne répondent toujours pas aux standards internationaux, faute de financement conséquent? Nos aéroports sont les miroirs de notre pays. Nous devons nous concentrer tous nos efforts pour répondre à l'essentiel de les rendre utiles. Nous voulons, honorable Président, que les gouvernements nous disent quels sont les projets prioritaires auxquels il va s'y atteler pour les cadres de cet accord dans un suivi d'évolution objective sur la réalisation de chaque projet qui se fasse annuellement par votre Chambre. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous devons suivre ça annuellement et progressivement, voir l'impact visible que nos peuples sont en train d'avoir dans cet accord. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'épuiser la liste des orateurs. Avant que je passe la parole à messieurs les ministres, je voudrais dire aux honorables députés, en rapport avec certaines inquiétudes relatives principalement au volume de la dette. Nous avions une dette de 15 milliards de dollars pour l'ensemble.
cette dette a été éliminée. Donc, elle n'existe plus, cette dette de 15 milliards de l'époque. Après les efforts fournis par le gouvernement successif, la dette a été éliminée. Donc, nous n'avons pas une grande dette auprès des institutions internationales. Deuxièmement, tous les pays du monde, quand ils constatent que leur budget ne permet pas de financer à une telle époque, tel projet, ils recourent toujours auprès des institutions internationales. Donc, il n'y a vraiment pas de crainte, mais pourvu, comme vous l'avez dit, que cette dette nous soit profitable. Que l'objet pour lequel la dette a été contractée, les emprunts, que ça soit réalisé et qu'il y ait aussi une répartition équitable des projets à travers les pays, dans toutes nos provinces et dans nos territoires. Voilà quelques précisions que je voulais apporter à la suite des inquiétudes. Nous n'avons plus de dettes. J'espère que nous ne laisserons pas une grande dette non plus à nos enfants. Nous allons nous efforcer, à fur et à mesure, à redresser la situation du pays. Je crois qu'il faut aussi féliciter les ministres des Finances, le ministre Kazadi présent, parce que ces régies réalisent maintenant beaucoup de recettes. Il faut féliciter le ministre Kazadi pour cela. Il faut les féliciter, oui. Vraiment, il faut les féliciter. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cela. Nous aimerions aussi que nos enseignants et tout le monde soient payés. Merci. Et les députés provinciaux aussi. Que tout le monde soit payé. Félicitations pour tous ces efforts. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Merci à l'auguste Assemblée. Vous avez parfaitement raison, honorable président, de relever que le développement que nous cherchons, c'est une combinaison d'éléments. Et il y en a trois principaux. D'abord, c'est les efforts que nous faisons nous-mêmes pour mobiliser les recettes internes. Ensuite, il y a les efforts, la collaboration, la coopération que nous avons avec nos partenaires au développement. Et enfin, il y a l'investissement privé. Il faut que ces trois sources de financement et de développement se complètent d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'effort que nous essayons de faire modestement. Et s'agissant des recettes que vous avez mentionnées, c'est un processus cumulatif. Collègue, qu'est-ce qu'il y a, collègue? Collègue, s'il vous plaît, collègue, calmez-vous. Laissez-nous travailler, collègue, calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Monsieur le ministre, vous pouvez continuer, les restes collègues. Merci, Président. Je disais donc que cet effort qui concerne les différentes sources de financement du développement doit être combiné, doit être coordonné.
Et c'est ce que nous essayons de faire. Et s'agissant des ressources intérieures que vous avez mentionnées, c'est un progrès qui est partagé avec tout le monde. Il n'y a pas une partie qui doit en bénéficier sans les autres. C'est un progrès qui est le résultat du travail de tous. J'avais dit l'autre jour au Sénat qu'un des éléments qui nous permet d'avoir cette embellie, c'est aussi la modification du code minier, qui a été un exercice extrêmement difficile, périlleux, et qui a donné un cadre meilleur que le précédent code, même s'il y a encore des améliorations à faire, et j'espère que le prochain code va nous faire progresser davantage. Et donc la construction d'une nation se fait comme ça, par efforts successifs, cumulatifs, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je voulais également dire par rapport à votre commentaire, honorable président, que grâce à ces performances récentes, nous avons pu déjà l'année passée faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation d'arriérés en ce qui concerne les assemblées provinciales. Et cette année, nous avons en plus continué de réduire la masse des arriérés antérieure à notre arrivée à la tête du ministère. Il y a quelques semaines, nous avons pu payer 3 mois d'arriérés aux assemblées provinciales. Nous continuerons de faire cet effort autant que possible dans le cadre du budget, parce que le budget a aussi des limites. Et nous ne devons absolument pas perdre de vue que notre plus grand retard, c'est en matière d'investissement. Tant qu'on n'aura pas les investissements, nous n'aurons pas de perspective. Nous pouvons nous partager toutes les recettes actuelles dans des salaires et dans des avantages. C'est une illusion, parce que ça va nous rattraper si nous ne faisons pas un effort en matière d'investissement. Ce que nous avons comme besoin d'investissement estimé aujourd'hui par les experts, c'est au minimum 6 milliards de dollars par an. Nous n'y sommes pas encore, malgré les embellies auxquelles vous assistez. C'est la raison pour laquelle c'est aussi important de faire cet effort par nos ressources que de le faire par le financement extérieur. Nous sommes un des pays africains qui a le plus grand retard en termes d'investissement ramené par tête d'habitant, et nous devons absolument relever ce défi pour nous sortir du sous-développement, pour attraper les autres pays africains. Mais, honorable président, honorable député, il y a eu plusieurs remarques qui ont été faites, plusieurs questions, plusieurs préoccupations qui ont été soulevées. Je remercie les honorables députés pour chacune de leurs interventions. L'une d'elles concerne, elle est assez philosophique, celle de l'honorable Ipakala, qui demande où est-ce que ça nous mène tout cela, tous ces efforts qui sont faits, toutes ces ratifications qui se succèdent. Si j'ai bien compris, l'honorable Ipakala estime que malgré tout cela, la situation ne s'améliore pas. Je ne sais pas si c'est correct de penser cela. D'abord, il ne faut pas donner à notre coopération, à nos partenaires internationaux, à nos partenaires financiers, la responsabilité entière de ce qui n'a pas marché chez nous. Parfois, la responsabilité est partagée, mais pas toujours. La première responsabilité, c'est la nôtre. Lorsque nous avons failli dans la gestion de la Gécamine, dont nous étions propriétaires à 100%, nous l'avons fait par notre propre faute, par nous-mêmes. Nous en avons perdu le contrôle. Et lorsque la demande de nos métaux précieux s'est accrue à l'échelle mondiale, nous en avons subi une guerre, parce que le monde voulait nos minerais. Une guerre dont nous avons du mal à nous sortir jusqu'aujourd'hui. La faillite de la Gécamine a été suivie par cette guerre de 1996, qui était une guerre minière, il faut le dire. Cela a entraîné le dévoiement de notre processus démocratique. Tout ça, c'est des défis auxquels nous essayons de sortir. Et nous pouvons nous estimer heureux qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle perspective pour essayer de sortir de tout ce passé malheureux ou douloureux. L'honorable Okunji a également s'est interrogé sur la manière dont ces différents accords, cette ratification avec l'AFC allait nous aider à accompagner efficacement l'agenda économique du pays. Je peux lui dire que c'était absolument important pour notre pays d'accéder à ces ressources, à ces guichets supplémentaires,
D'abord parce que nous avons, comme je viens de le dire, un besoin accru en financement, aussi bien financement public que financement du secteur privé. Donc toute opportunité digne de ce nom est à saisir pour la RDC. Avec l'AFC, nous ouvrons un nouveau guichet pour le secteur privé qui est un guichet important. Ce guichet va permettre des investissements dans des secteurs nouveaux, pas seulement les mines, mais aussi l'agriculture, la grande agriculture dans laquelle nous étions historiquement un des champions africains. Nous avons perdu nos places dans l'huile de palme, dans l'EVA, dans le café, le cacao. Tout ça, c'est à reconquérir. Et pour reconquérir ces secteurs-là, il faut un minimum d'infrastructures qui, elles, relèvent de l'investissement public. L'honorable Lumbu a mentionné d'ailleurs les aéroports. Il a parlé même de Boende. Il a parlé de l'état de nos aéroports. Il a parlé des routes. Tout ça, c'est des investissements publics. Pour les faire de manière vigoureuse et efficace, il faut accéder à différents investissements en plus de nos ressources locales. Et pour relier les deux préoccupations, je peux vous dire, vous avez dû suivre que la semaine dernière, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Loando, à laquelle je faisais partie, a procédé au lancement des travaux de l'aéroport de Boende sur ressources propres. C'était dans le cadre d'un programme qui vise la réhabilitation d'au moins 10 aéroports à travers le pays. Une première dizaine d'aéroports sur ressources propres et davantage avec des ressources de nos partenaires de financement extérieur. Pourquoi c'est important de financer nos aéroports? Parce que aujourd'hui notre pays est enclavé. Il y a plusieurs pays, plusieurs enclaves dans la République démocratique du Congo, alors que nous avons dans le cas de Boende par exemple, Boende a été un centre important en matière d'EVA et même je crois d'autres cultures comme le café. Ce sont les cultures, la demande d'EVA va reprendre dans les prochaines années de manière exponentielle. Tous les analystes le prévoient. Donc Boende, qui est un site naturel pour cette culture, doit se positionner et avoir un aéroport digne de ce nom est une première étape. En plus de l'aéroport, nous aurons des routes. La route nationale numéro 8, nous sommes en discussion avec mon collègue des ITP et d'autres pour la réhabiliter, en commençant par la réhabilitation à travers la stabilisation, avant d'envisager son asphalte. Tout ça, c'est autant de choses que nous allons mettre en œuvre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avec nos ressources propres. Une fois que nous aurons fait cela, une fois que cela sera engagé, les partenaires, les investisseurs privés se diront oui, puisque la demande d'EVA est en accroissement au niveau mondial, donc nous pouvons envisager de revenir à Boende, surtout que l'État aujourd'hui s'intéresse à Boende avec l'aéroport, avec la route nationale qui relie Mbandaka à Kisangani. Donc il y a des raisons de s'intéresser à cette partie du pays. Voilà comment nous combinons les opportunités pour les investissements. Voilà comment l'investissement public sert de catalyseur pour attirer l'investissement privé. Et voilà pourquoi il est important d'ouvrir les guichets comme celui de l'AFC, qui s'adresse surtout aux investissements privés, mais aussi de maintenir notre position dans les investissements publics, notamment à travers la Banque mondiale, pour accélérer ces investissements qui sont pris en charge par le public. Donc, il y a une logique dans toutes ces ratifications que nous apportons devant vous. C'est pour accroître notre possibilité à faire, aussi bien en tant qu'État qu'en tant qu'acteurs privés, pour les acteurs privés qui vont nous accompagner, parce que notre pays a vocation à être un Eldorado pour le secteur privé, pour autant que le secteur public fasse le minimum qu'il doit faire pour créer les conditions catalytiques. L'honorable Safari a parlé de réseaux mafieux, qu'il fallait faire attention aux réseaux mafieux. Je peux le rassurer sur le fait qu'ici, nous avons parlé de la Banque mondiale à travers son guichet IDA, de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale, qui est un guichet destiné au secteur privé. Et nous avons parlé de l'AFC, African Finance Corporation, qui est une institution financière qui est en plein développement, en plein essor, et qui a été créée à l'initiative de la Banque centrale du Nigeria, mais qui aujourd'hui regroupe 31 pays. Donc nous ne sommes absolument pas
dans des propositions qui peuvent circuler parfois. Moi-même, je reçois beaucoup de gens qui viennent nous vendre du vent avec des opérations des institutions douteuses qui parlent de milliards. Ici, je vous parle d'institutions crédibles, étatiques, multilatérales. Il n'y a aucun risque de réseau mafieux dans ce qui vous est présenté aujourd'hui. L'honorable Tamboué a semblé dire qu'il n'y avait pas d'innovation dans les présentations qui étaient faites et qu'il a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait éviter de tomber dans le jeu de la corruption que pourraient représenter ces institutions. Je m'inscris en faux contre cette affirmation parce qu'il s'agit justement d'institutions qui, par leur démarche, par la recherche du statut de créanciers privilégiés, elles s'inscrivent dans la transparence et dans la lutte contre la corruption. Et donc, il n'y est pas question ici de favoriser d'une manière ou d'une autre une quelconque corruption en se tournant vers ces institutions-là. La vocation africaine de la République démocratique du Congo, terme repris dans l'exposé des motifs et mentionné par l'honorable Odiane. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que notre pays, de par sa taille, de par sa population, de par sa position géostratégique, entouré par 9 pays, c'est le seul pays africain entouré par 9 pays, c'est l'un des plus grands en superficie, l'un des plus importants en population, l'un des plus importants, peut-être le plus important en ressources de sous-sol, en potentialité agricole. Ça lui donne une vocation africaine d'emblée, avec la moitié des eaux douces d'Afrique contenues en RDC, 60% des forêts, 80 millions de terres arables, près de 100 millions d'habitants bientôt. Nous sommes, par définition, un pays qui doit jouer un rôle de puissance en Afrique. Et donc, nous positionner dans les grandes institutions africaines pour attirer les bons investissements et procéder à la mise en œuvre de notre territoire comme il se doit, c'est ça la vocation africaine. Nous ne pouvons pas être absents. Il n'y a rien d'autre de caché, si ce n'est de jouer notre rôle, celui que la nature, celui que la Providence nous a confié. Alors, l'honorable Odiane a également estimé qu'il y avait une succession de ratifications ici et là, et il s'est interrogé sur l'impact de ces choses sur le trésor public, et puis sur la nécessité de renforcer le contrôle. Nous l'avons dit dans notre discours d'introduction, dans notre mot d'introduction, nous sommes aujourd'hui passés d'un portefeuille de moins de 5 milliards, 4 milliards et quelques en 2019, à 7 milliards concernant la Banque mondiale. Voilà l'un des impacts de ces ratifications sur nos finances publiques. 7 milliards, c'est autant de projets qui doivent être mis en œuvre pour changer le vécu des Congolais. Tout à l'heure, l'honorable Singhi Pouloulou a parlé de Kinelenda. Je sais qu'il fait référence à la question de l'approvisionnement en eau, qui est une grande préoccupation pour nos populations, et il a parfaitement raison. Ce projet est mis en œuvre avec des ressources du guichet IDA de la Banque mondiale. Certainement qu'il a voulu exprimer son impatience par rapport à la réalisation intégrale de ce projet, mais je peux le rassurer sur le fait que ce projet évolue, il continue d'évoluer, et je l'invite à faire les visites nécessaires sur le site ou même dans les bureaux des gestionnaires de ce projet pour se renseigner sur l'état d'avancement de Kinelenda et peut-être venir ici en parler au sein de l'hémicycle. Il s'agit d'un exemple de projet pour lequel je suis passé ici en ratification et qui est aujourd'hui en action. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'une année qu'il a démarré. Et il y en a d'autres comme cela. Donc les choses sont en marche. C'est beaucoup d'argent, c'est de l'argent qui nous est prêté à des conditions très avantageuses, la moitié en dons et l'autre moitié en prêt concessionnel. C'est à nous d'en faire bon usage, c'est à nous d'améliorer notre cycle de planification des projets pour pouvoir mobiliser davantage et mettre en œuvre ces projets avec la plus grande célérité possible. Voilà pourquoi vous me reverrez encore souvent ici pour des ratifications, à moins que vous décidiez de changer cette modification constitutionnelle
et de nous laisser mettre en œuvre les projets sans passer par la case ratification. Beaucoup de pays l'ont fait, ça raccourcit les délais. Mais tant que nous serons sous cette exigence constitutionnelle, nous serons obligés de revenir et nous comptons revenir très souvent pendant le temps que nous serons à la tête de ce ministère parce que nous estimons que nous n'avons pas suffisamment profité de ces perspectives qui nous sont offertes à travers la coopération multinationale ou internationale. Donc nous reviendrons encore souvent vous voir pour les ratifications et nous vous remercions, honorable président, pour l'effort que vous avez fait, en l'occurrence aujourd'hui, pour faire en sorte que ce dossier de ratification puisse passer rapidement parce que le timing nous laissé par la session n'est pas indéfini. S'agissant du contrôle, eh bien, nous vous encourageons à renforcer ces contrôles tous azimuts. Ça va nous aider nous-mêmes dans notre travail parce que nous avons besoin de contrôle dans la mise en œuvre de tous ces projets. L'honorable Katembo s'est interrogé sur le retard enregistré dans la ratification par rapport à l'adhésion à l'AFC. Effectivement, ça fait depuis juin 2021 que nous avons signé cet accord et la ratification n'intervient qu'aujourd'hui. Cela est dû tout simplement à la lourdeur des processus législatifs. Inscrire une question d'abord dans les commissions pertinentes du gouvernement et en débattre n'est pas toujours aisé. Ensuite, faire passer cela dans nos chambres prend du temps. Les chambres elles-mêmes, le temps de les inscrire, ce n'est pas toujours facile. Ces dossiers avaient été finalisés depuis l'année passée. Ils auraient pu passer en décembre, mais ils n'ont pas pu ça n'a pas été possible pour des raisons d'agenda. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui devant vous. Mais je me réjouis de cette préoccupation et j'espère qu'elle est partagée par tous pour qu'à l'avenir, nous raccourcissions les délais le plus possible puisque cela correspond à des urgences. Voilà en quelques mots résumés les éléments de réponse que je pouvais donner et peut-être pour conclure, je voudrais conclure sur la question de l'honorable Lumbu qui demande que faut-il retenir de la séance d'aujourd'hui par rapport aux attentes de nos populations qui veulent des réponses concrètes et urgentes. Eh bien, je vais demander à l'honorable Lumbu et à l'ensemble de nos honorables d'expliquer à vos administrés, d'expliquer dans vos territoires que avant d'avoir un projet, comme c'est le cas de Kinelenda avec l'eau, avant d'avoir un projet qui se met en œuvre de manière concrète, eh bien, il faut concevoir une politique, il faut formuler le projet, il faut l'adopter, il faut identifier des partenaires, il faut les mobiliser. C'est l'exercice que nous faisons. Quand cela est fait, cela nous permet de revenir, et nous sommes déjà venus plusieurs fois, sur des projets spécifiques. Et souffrez que cet exercice ne nous donne pas l'occasion de parler de projets précis, mais c'est un passage obligé pour nous conduire vers ces projets précis. Et je vous remercie pour votre attention et votre patience. Et j'espère revenir plus souvent pour des projets plus précis, comme j'ai eu à le faire dans le passé, et pour avoir une meilleure oreille de la part de vos élus, de vos électeurs. Je vous remercie. Nous vous remercions, messieurs les ministres. Après ces réponses, le débat général sur les 3 projets de loi est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à leur recevabilité. Qui sont pour? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Hakuna mutu. Qui s'abstiennent? Habari kanu ndugu yangu. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les 3 projets de loi
sous examen. Chers collègues, nous les envoyons pour un examen à la commission mixte Relations extérieures, économiques, financières et contrôle budgétaire. Cette commission mixte dispose de 5 jours pour réaliser le travail lui confié à compter de ce vendredi 20 au mercredi 25 mai 2022. Il va de soi que d'autres collègues peuvent prendre utilement part aux travaux de la commission en vue de leur enrichissement. Il en est Matana Bongis. Honorables députés, chers collègues, avant de suspendre notre séance, j'ai des collègues qui ont demandé la parole par motion. Alors je prie l'auguste assemblée d'autoriser Kabila Beka Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo dans le abonné.